je voulais dire tout à l'heure. Le sujet tabou de famille, merci beaucoup. Il s'agit de sujets tabous de famille et leurs conséquences. J'étais en train de dire, l'émission La Voix de la femme est une émission qui parle de la femme en général et la femme congolaise en particulier. C'est qui la femme? La femme, c'est une pièce maîtresse de la reproduction de l'humanité tout entière. Elle est la complémentarité de l'homme. La femme, c'est elle qui donne vie, elle donne naissance, elle éduque. La femme encadre, elle élève. Mais quelle est sa place dans la société? Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et de participer massivement à cette émission La Voix de la femme. La Voix de la femme qui est votre émission. On vous invite à nous écrire, à participer. Faites-nous des messages à travers le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Alors aujourd'hui, ensemble avec la grande équipe de La Voix de la femme, nous allons parler sur un sujet très important. Nous allons développer ce sujet qui s'agit de le sujet tabou de famille et leurs conséquences. On va en parler avec nos amis de la grande équipe La Voix de la femme, avec une invitée spéciale qui va nous aider à développer ce sujet qui est très important. De qui il s'agit, on va les découvrir ensemble avec Alex Missa à travers ces spots publicitaires qu'on avait fait pour vous annoncer notre invité. La Voix de la femme reçoit pour vous ce jeudi 2 juin 2022 de 14h juste à 14h30 Madame Néné Sambi qui est chef de travaux à l'Université pédagogique nationale. Psychotraumatologue, experte en violence basée sur le genre. Psychologue à l'hôpital général de référence de Kintambo, responsable du programme Violence basée sur le genre et santé mentale au sein de l'OSST ASBL. Elle est aussi formatrice de violence basée sur le genre pour le compte de CIRGL. Invité comme on vient de vous le présenter à travers ces spots publicitaires. Madame Néné, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Et partagé. Merci beaucoup. Alors, Madame Néné, vous êtes psychologue, vous êtes beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses en tout cas. Je n'ai même pas tout retenu en tête. Alors, si vous pouvez parler de vous en quelques mots avant que nous puissions entrer dans notre fief du sujet. Ok, je m'appelle Madame Néné Sambi, je suis chef de travaux à l'Université pédagogique nationale. Je suis experte en VBG qui est violence basée sur le genre et je suis aussi formatrice dans la même catégorie. Je suis une femme qui porte sa voix pour aider d'autres femmes à accomplir les objectifs qui se sont fixés. En bref, c'est ça. Merci beaucoup Madame Néné Sambi. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le tabou de famille et leurs conséquences. Le tabou, nous avons vraiment fait quelques recherches. On dit par Wikipédia, par Google, que le tabou de famille, il s'agit le sujet des divorces, il s'agit des maladies, surtout de maladies qui sont graves. Il s'agit de complexes et argent. Nous avons le sexe, nous avons la mort, nous avons l'absence de discussion. C'est quelques tabous qui ont été cités d'après les recherches que nous avons menées. Alors, d'après vous, quelle est votre lecture par rapport à ce sujet, par rapport à ce que vous pensez de ce qui se passe, non seulement en République démocratique du Congo, ça je dois le signaler, mais partout ailleurs, même en Europe, même au Sénégal, partout, il y a vraiment des sujets tabous dans les familles et qui portent des conséquences néfastes. Quelle est votre lecture? Ok, bon, j'essaierai un peu d'être bref et puis d'utiliser un peu de termes un peu plus pratiques et compréhensifs. Le sujet tabou sont tous ces sujets interdits dans la discussion au niveau de la famille. Exactement. Ce sont tous ces sujets qui mettent certaines à l'aise pour en parler. C'est un peu le sujet tabou. Comme vous venez de les citer, c'est le problème de la mort, la maladie, la sexualité. Il y en a plusieurs thèmes qui peuvent être des sujets tabous. Et cela dépend d'un milieu à un autre. À une autre et d'une famille à une autre. Vous pouvez trouver dans une famille les sujets comme la sexualité n'est pas un tabou, mais dans une autre famille, c'est un tabou. Et ça dépend aussi de cela.
Non, c'est pas dans plusieurs familles, Madame Sarah. Voilà, j'étais même en train de penser à ça pour dire que les familles congolaises, soit africaines, sont en train de tomber peut-être dans ces sujets-là. Pour dire, c'est difficile de voir les parents dire clairement ce qu'il faut aux enfants. Je vais prendre la sexualité comme vous venez de le dire tout à l'heure. C'est peut-être difficile pour voir un parent, soit une maman, faire asseoir ses filles pour leur dire, voilà, tu es arrivé à tel âge, faut pas faire ceci. Donc, nos parents nous disent seulement, faut pas qu'un homme te touche. Ceux qui m'ont la symbio, mais j'aimerais que vous, étant que psychologue, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette famille? Comment est-ce que les parents doivent aborder leurs enfants dans ces sujets délicats, en fait? Ce qui cause beaucoup de choses, même pour la jeune fille, vous êtes en train de combattre sur ça, je pense déjà. Les jeunes filles mères que nous trouvons aujourd'hui, c'est peut-être par manque de discussion familiale, par manque d'apprentissage, je voulais dire, pour les parents. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce genre de famille? Comment est-ce que les parents doivent aborder leurs enfants dans ces sujets-là? Donc, le sujet tabou en RDC, je parlerai plus de notre pays parce qu'on est là, on voit, on vit cela avec, dans notre population. Alors, le sujet tabou, ça dépend de la culture. Ça dépend vraiment de la culture. Je prendrai un exemple. Quand nous sommes à l'Équateur, chez nos frères de Mongo, peut-être, eux, ils parlent de la sexualité couramment. Mais quand vous allez chez nos frères Luba, là-bas, c'est vraiment tabou, on n'en parle pas. Donc, ça dépend d'une province à une autre, ça dépend, en tout cas, ça dépend de la culture. Alors, nous sommes en train d'observer et de voir comment notre société est en train de se dégrader, surtout par rapport, comme vous venez de dire, les filles mères. C'est-à-dire, et puis ces filles mères-là, la grande partie sont des mineurs. Sont des mineurs, des filles âgées de moins de 18 ans. Alors, nous devons en parler parce que ça devient un fléau. Il y a des campagnes qui sensibilisent les filles, mais certains ne disent pas. On doit bien sûr sensibiliser, oui, mais on doit savoir quelle est la source du problème. Comme nous parlons de la sexualité, okay, on doit en parler en famille. Mais on doit savoir quels sont les termes utilisés pour ne pas choquer la sensibilité des enfants, pour ne pas éveiller certaines attentions qui pousseront les enfants à aller chercher ailleurs pour comprendre. Donc, le langage doit être vraiment adapté par rapport à l'âge de l'enfant, par rapport au niveau social de la famille et par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Le langage doit vraiment être adapté. Mais c'est un thème, c'est un sujet qu'on doit déjà aborder dans nos familles pour éviter le dégât. Moi, je pense que vous venez tout à l'heure de citer que chez les Mongo, par exemple, ils apprennent déjà à leurs enfants comment est-ce qu'il faut vivre de la sexualité. Mais le problème, c'est au niveau, et ils apprennent aux enfants pour aller au mariage ou juste pour le vivre déjà. Parce qu'on peut m'apprendre la sexualité, même chez nous les Kasséens, moi je suis Kasséenne, même chez nous les Kasséens, qu'est-ce qui se passe? C'est avant d'aller au mariage, quelques jours ou une semaine avant. Mais chez le Mongo, est-ce que ça se passe avant le mariage ou dans la jeunesse ou avant le mariage? Parce qu'il y a un grand problème. On peut m'apprendre la sexualité avant d'aller au mariage, mais on oublie que je peux avoir ça, je peux déjà pratiquer cette vie-là avant d'aller au mariage. Qu'est-ce qui va arriver? Quelles sont les conséquences que j'aurai? Il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles. Nous, on pense qu'il faudrait déjà apprendre ça à ta fille. Par exemple, quand elle a déjà 14 ans, tu apprends à ta fille comment est-ce qu'elle doit se comporter. Tu apprends à ton petit garçon qui est déjà à l'âge de la puberté, comment est-ce qu'elle doit se comporter. Parce que s'il faut attendre jusqu'au mariage, là, c'est catastrophique. Ok, là, il faut d'abord tenir compte du développement de l'enfant. Il y a ce qu'on appelle le développement humain. C'est-à-dire l'enfant né, il va traverser l'âge de l'enfance, il sera adolescent et puis il va atteindre l'âge de devenir adulte et tout ça jusqu'à la fin. Alors, il y a des choses, nous ne pouvons pas nous voiler la face. La sexualité, oui, pendant le mariage, dans le mariage, c'est comme ça que la Bible nous apprend, c'est comme ça que nos parents nous ont appris et ils continuent à nous apprendre. Mais pendant l'adolescence, il y a ces développements-là
le développement, elle est anatomique, le psychologique et tout ça. L'enfant constate la transformation de son corps et puis il y a ces désirs-là de l'attirance vers la personne de l'autre sexe qui naît en lui. Alors, c'est à ces moments-là qu'on doit commencer à parler à l'enfant. Voilà comment tu vas te comporter, voilà comment tu vas te comporter, voilà comment tu vas te comporter. La loi, quand nous parlons de la loi sur la protection de l'enfant, là on nous dit que tout enfant mineur n'a pas droit à des relations sexuelles. La loi dit cela. Mais est-ce que dans la protection, tout ce mineur-là se préserve de... Ça, il faut qu'on se le dise, c'est faux. Okay. Ça n'arrive pas. Nous devons parler parce que nous devons parler aux enfants parce que l'âge dans laquelle la tranche d'âge dans laquelle les enfants se trouvent, peut-être quand je parle de l'adolescence, déjà à partir de 11 ans, jusqu'à il y a d'autres qui vont aller jusqu'à 18 ans et tout ça. À cette tranche d'âge-là, l'enfant découvre la société, découvre tout ce qui est en dehors de la maison. Il a des amis. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les enfants découvrent plusieurs choses. Alors, c'est à nous, la famille, d'encadrer ces enfants-là. Ne pas oublier que même si c'est l'enfant de plus grands hommes spirituels qui peut exister, cet enfant, c'est comme tout autre enfant. Et à cet âge-là, il y a une attirance vers la personne de l'autre sexe. Donc, elle peut avoir un petit ami, malgré que la loi interdit, malgré qu'on nous prête, mais elle peut avoir un petit ami et tout ça, mais c'est à nous maintenant de dire aux enfants, voilà comment tu vas te comporter. Avec tout le risque possible, il faut dire exactement ce qu'on doit dire. Il ne faut pas inventer. Exact. Pour dire que si un homme va irriter, tu vas tomber. Non, c'est pas ça. Okay. On les autres, on dit si un homme te touche juste à la main, tu vas tomber. Non, c'est pas ça. On doit vraiment expliquer aux enfants, regardez si tu fais ça, voilà tu peux tomber enceinte. Il y a des maladies, des infections sexuellement transmissibles, il y a beaucoup de choses. Et tout ça, il faut vraiment expliquer aux enfants. Mais si nous expliquons à la maison, ça sera plus efficace que si l'enfant va la comprendre ailleurs. Lorsqu'il apprend ailleurs, il va se dire non, c'est pas ce qu'on m'a dit à la maison. Et puis, il prend le parent pour c'est moi les termes de menteur. Et puis, il va prendre la personne qui l'a expliqué cela à l'extérieur de la maison comme un mentor. Et puis, il va pratiquer. C'est comme ça que certains enfants sont désorientés. Là, moi, je pense qu'il y a un problème de l'absence de discussion. Pourquoi? Quand vous venez de dire, il y a de ces parents-là, ils te disent non, si on te touche, par exemple, tu vas tomber enceinte, par exemple, pour nous, les filles. Et vous allez constater, si, par exemple, moi, je la prends hors notre maison, vous venez de dire, non, il faut encadrer ces enfants-là. Mais comment est-ce que les parents peuvent entrer en discussion? Parce que je me souviens, je ne sais pas, à l'époque, si nos parents d'hier, s'ils faisaient ça, mais moi, je me souviens, quand moi, j'étais encore à cet âge-là, on me disait, c'est ceux qui m'ont la touche au cacabou, comme l'enzine. Alors, il s'est fait que je me suis retirée dans mon coin. Même à l'école, je ne voulais même pas que les professeurs me touchent. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, si on seulement me touche. Mais après, quand on a appris chez les autres, ça nous a créé un peu... un autre monde. Une autre confusion totale. Alors, il y a vraiment des moyens pour aider à ces parents-là, comment communiquer avec leurs enfants? Je crois que de la même manière, on a des cultes familiaux à la maison. On a du temps, en fait, je sais pas, j'essaie un peu de parler de la foi et en général, en général, on a des cultes familiaux à la maison, on a du temps où on partage. Je crois que ça se fait. De cette même manière-là, après avoir appris en l'enfant la voix de Dieu, tu dois aussi l'apprendre comment il doit se comporter. Okay? Il faut apprendre aux enfants en utilisant les termes qui sont adaptés. Les termes qui sont adaptés. À une fille de 11 ans, tu ne vas pas le parler comme si tu parlais à une fille de 17 ans. Ça. Donc, on doit adapter le langage et expliquer clairement à l'enfant, voilà, il ne faut pas faire ceci parce qu'il y a des maladies. Il ne faut pas, comme nous, quand on fait des campagnes contre
contre les agressions sexuelles, on dit même aux petites filles de 6 ans, personne n'a droit de te déshabiller en dehors de chez toi. Même chez toi à la maison, on ne peut pas te déshabiller si ce n'est pas pour te laver. Ouais. C'est comme ça qu'on essaie un peu d'adapter ça à un enfant. On dit personne n'a droit de te dire touche mes cuisses. Personne ne peut te toucher, même pas ton ami de l'école. Tu dois te déshabiller que quand il faut se laver. Et personne n'a droit de te toucher ici. Personne n'a droit. C'est une façon de dire aux enfants, c'est une façon d'alerter les enfants contre les agressions sexuelles, mais on utilise les termes adaptés. Et par exemple, Madame Sambi, nous connaissons tous que pour une fille qui doit tomber enceinte, elle doit être une fille qui, par exemple, a déjà vu ses menstrues. Oui. Ses menstrues, pardon. Donc, il y a une différence entre une petite fille de 6 ans qui peut se faire violer, qui peut se faire prendre par un vieux du quartier, un grand frère, avec celle qui a déjà ses menstrues. Donc là, on sait très bien exactement qu'à n'importe quel moment, si tu pratiquais l'acte sexuel, tu vas tomber, par exemple, enceinte, tu vas avoir des infections, ainsi de suite. Donc, si vous parlez, par exemple, à cette petite fille de 6 ans, comment est-ce qu'elle doit se comporter pour ne pas avoir de contact ou tomber dans une telle erreur, alors pour celle qui a déjà vu ses menstrues, quels sont les langages, par exemple, qu'il faut utiliser? Ok, là aussi, il faut adapter le langage. Actuellement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut utiliser les langages que l'enfant utilise. Okay? Moi, je donne un exemple. Je peux dire, quand nous accompagnons certaines filles, je dis, ok, tu es ma pote, hein? Et on dit, hein? Ça, on parle entre nous. Hein? On dit ça, on parle entre nous. Ok, voilà ce qui s'est passé. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Et l'enfant te dit, et tu comprends le langage de l'enfant, et toi aussi tu réponds en utilisant le langage de l'enfant. Une fille de 11 ans qui a déjà eu ce menstrué, alors à cette fille-là, on explique que si un homme te déshabille, et que si un homme te touche, s'il prend son sexe et l'introduit entre tes jambes, ou il t'introduit ça dans ton sexe. Appareil génital, c'est ça. Oui, on peut dire ça, mais on essaie un peu de dire exactement en fait, on dit s'il prend ton sexe pour ne pas. En fait, parfois on utilise, s'il prend son zizi et tout ça, s'il introduit ça dans ton appareil génital, ça, tu peux tomber enceinte. Et puis, il y aura plusieurs conséquences qui peuvent venir. C'est un peu les termes comme ça qu'on utilise. Aux adolescentes qui sont déjà entre 16, 17, 18 ans, à eux, on explique réellement. Clairement. Et clairement en utilisant les termes. Protéger, soit il faut éviter ça avant le mariage, surtout pour des familles chrétiennes. Okay. Avant le mariage, oui, on doit continuer à dire que c'est un acte qui a été... que Dieu a donné comme cadeau à ceux qui se sont mariés. Oui. Mais n'oublions pas qu'il y a des dérapages. Alors, il faut être sincère avec la personne à qui tu parles. Comme ça, quand tu vas parler exactement, si ça arrive que la personne, l'adolescente tombe, là, il ne va pas t'incriminer. Et surtout, il faut présenter aussi les inconvénients par rapport à la loi. La loi interdit toute relation sexuelle avec une mineure. Avec un mineur, oui. Ah bon, ok. Quand vous étudiez, il y a, je crois, la loi 09, je crois, sur la protection de l'enfant. La loi interdit toute relation sexuelle avec une personne de moins de 10 ans. Alors, il faut aussi dire ça aux enfants. C'est surtout les garçons, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Exactement. On ne doit pas seulement parler aux filles. Oui, je vais parler à une fille pour ne pas tomber enceinte, mais j'ai un garçon, il risque d'aller engrosser une fille ailleurs. Hein. On doit parler à tous les enfants. Alors, Madame Néné, moi je voulais rajouter par rapport, vous avez parlé des adolescents et tout. Moi j'aimerais parler aux filles qui sont déjà parties. Ces filles mères, il y a déjà eu de conséquences. Donc on n'a pas parlé à la maison, elle est partie, elle a rencontré un problème. Et après, comment est-ce qu'on peut rattraper, soit aider ces jeunes filles à regagner la bonne route au fait? Okay. On dit souvent, nous on a l'habitude de dire, en lingala on dit, c'est-à-dire on est obligé de prendre, de puiser de l'eau propre. Okay? C'est arrivé. Alors comment tu dois faire pour ne plus y retourner? Voilà comment tu vas te comporter. Ne va plus, en fait, tu connais déjà les hommes, mais ne va plus sans
peut-être se protéger, n'y va plus parce qu'il t'a proposé juste ça. Et puis, il faut toujours, il faut aussi chercher à savoir, il y a des personnes, je prends peut-être pour les filles mères. Une fille mère, elle n'étudie peut-être plus. Il faut trouver une activité qui va occuper cette fille-là. Soit elle retourne à l'école, soit une formation professionnelle. Il faut occuper et équiper cette fille-là pour qu'elle puisse plus, parce qu'il va avoir besoin de s'acheter de la lotion, il doit aller chez un homme. Et nous disons toujours aux filles, un homme, il va te donner aujourd'hui, un jeune garçon, il peut te donner aujourd'hui 10 000 francs, demain 10 000 francs, et le lendemain, il va te demander ton corps. Et parce que tu es dans le besoin, tu vas te donner. Or, si c'est une fille qui étudie ou il pratique une activité, en fait, il est dans une formation professionnelle ou une activité, la fille va se respecter par rapport à ça. Et puis, il faut toujours parler et parler encore. Merci beaucoup, Madame Néné. En fait, je voudrais revenir sur les parents. Parents, pour parler que tout le monde me comprend, aux parents, moi, Nanayo, a la facilité à comprendre aussi, tu t'adaptes à sa parole. Alors, prenez le temps de parler avec vos garçons, vos filles à la maison, qui sont peut-être à l'adolescence ou après. Ayez le temps de discuter en famille, ayez le temps d'expliquer à la lettre ce qu'il faut aux enfants pour empêcher les conséquences qui peuvent arriver sur eux. Alors, j'aimerais encore qu'on discute sur ça, parce que Madame Clarisse a évoqué tout à l'heure les sujets tabous de famille, en fait. J'aimerais parler de la maladie. Nous savons tous que nos familles africaines, moi je reviens toujours sur ça, parce que peut-être à l'Europe, il y a la facilité aux Occidentaux de dire peut-être que nous, on souffre peut-être de la diabète, c'est héréditaire. Donc tu dois t'adapter, faire en sorte que tu ne puisses pas retomber. Mais ce qui est très rare dans nos familles, il n'y a que maman et papa qui sait de quoi. Maman sait de quoi souffre papa, papa sait de quoi souffre maman. Mais les enfants sont vraiment exemptés de toutes ces choses-là. Alors à ces parents, comment est-ce que les parents doivent aborder peut-être les sujets de leur maladie aux enfants? Ils doivent attendre que les enfants prennent un certain âge ou comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Étant psychologue, comment est-ce que les parents doivent apprendre ce genre de choses à ces enfants? Je crois que quand il s'agit de maladies graves ou de maladies chroniques, on doit informer les enfants parce que tu risques de d'avoir une crise et que l'enfant est là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire et le parent risque de mourir. Il y a des maladies comme l'hypertension. Je crois là on dit avec la famille que moi je ne mange pas du sel parce que ça. Non, on sait seulement que papa ne mange pas du sel. Oui. Papa ne prend pas beaucoup de sucre. Okay. Ou papa il a de régime, il a ses histoires pareilles. Okay. C'est pour ça que je dis il faut parler aux enfants, mais il faut aussi tenir toujours en tant que par rapport au développement humain, compte de l'âge de l'enfant. Un enfant décide de dire que j'ai une maladie comme ça, et l'enfant sait que quand on est malade, on finira par mourir. Et l'enfant risque de vivre avec cette frustration-là que mon père souffre, il est malade, il risque de mourir. Parce que dans la tête de l'enfant, c'est la maladie égale traitement égale mort. Okay? On doit savoir comment adapter, comment expliquer. À un enfant, aux enfants, on doit expliquer, comme j'avais dit, même par rapport à la sexualité, il faut expliquer avec des termes compréhensifs par rapport à l'âge de l'enfant. Il faut tenir compte de ça. Un enfant de 6 ans n'est pas un enfant de 10 ans que tu vas bombarder de choses. Il faut tenir compte de ça. Et c'est aux parents de voir, si vous voyez, en fait, si vous trouvez que les enfants sont très touchés, sont très émotifs et tout ça, vous verrez quand est-ce qu'il faut parler. Et surtout, on ne parle pas de la maladie quand la personne est en pleine crise. Non. Il faut parler quand la personne, quand même, elle est sous son traitement, mais elle est quand même bien portante. À ce moment-là, vous pouvez dire aux enfants, voilà, j'ai telle maladie, mais je ne vais pas mourir parce que je suis ça, comme... Merci beaucoup. Comme au cas où peut-être les parents asthmatiques. Et au cas où, voilà ces médicaments, j'en ai besoin. Au cas où je me vois en train de respirer, va chercher ça. Parents, parlez avec vos enfants. Toujours, il faut adapter le langage. Parents, parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Il faut expliquer. Vous pouvez être atteint, par exemple, du VIH. Les enfants peuvent utiliser vos objets. Un enfant peut brosser avec la brosse de sa maman, de son père. Il est très important que les enfants soient au courant. Trouvez de manière, comme Mme Néné Issambi vient de le dire, mais que vos enfants soient au courant de ce qui se passe dans vos corps
pour le protéger et vous protéger également. Madame Naomi? Oui, moi j'aimerais un peu ajouter à ce que Madame Léné vient de dire que non, il faut savoir à quel âge qu'on peut informer un enfant. Moi je donne d'abord mon exemple à nous d'abord. Nous, on savait à l'époque, notre papa il était quelqu'un de régime, on ne savait pas de quoi il souffrait. Jusqu'à arriver à un âge, arrivé à 25 ans, on nous apprend que non, papa il souffrait de la diabète. Et après, c'est après 2 ans qu'on nous apprend que non, c'était déjà un cancer et puis Dieu l'a pris. Mais moi j'aimerais un peu qu'on parle aussi, il y a aussi un autre tabou, parlons un peu de la mort. La mort, c'est un peu un sujet qui fait un peu mal si on apprend, peut-être on te raconte une histoire, peut-être comment ton père est mort, comment quelqu'un de la famille est décédé, ça fait un peu mal. Mais il y a aussi des stratégies pour informer aussi aux enfants à propos de la mort. Je crois les enfants sont des êtres à part entière. Ce sont des êtres, ils ont des émotions, ils se sentent stressés et tout ça. Je donne un exemple. Dit à un enfant, ton frère, son frère était décédé, on dit à cet enfant-là, il est parti chez Dieu. Et l'enfant dit, voilà. Les dimanches, il dit, on va aller à l'église. Si on va à l'église, on va trouver Dieu, non? Il dit oui. Mais si on trouve Dieu, c'est-à-dire mon frère est là-bas, non? Si je vais à l'église, je vais le trouver. Vous voyez? Et l'enfant, là, en allant à l'église, dans sa tête, c'est une histoire vraie. En allant à l'église, dans sa tête, c'était, je vais voir mon frère. Et arrivé là-bas, il regardait à tout moment pour voir où est-ce que son frère va venir. L'enfant aussi fait son deuil. Parce que le deuil, c'est un processus. C'est un processus. C'est pas que parce qu'on a enterré, les deuils est fini. C'est un processus. Alors, l'enfant aussi fait son deuil. Okay? Mais on doit expliquer avec des termes, comme j'avais dit, des termes que l'enfant doit comprendre. On peut dire, comme on dit là, il est parti chez Dieu, mais nous, on ne va pas le voir. Okay? On veut dire, il est parti chez Dieu, il est mort, mais il est parti chez Dieu, nous, on ne va pas le voir. On utilise surtout pour les tout petits. Mais pour les enfants déjà à l'âge de 6 ans, 7 ans, ils comprennent que ça, c'est la mort. Il est parti, il ne va pas revenir. Est-ce qu'il y a des conséquences par là? Des conséquences, c'est-à-dire quand vous n'avez pas dit à l'enfant que... Par exemple, comme l'enfant qui devait aller rencontrer son frère à l'église. En fait, la cause de la mort, il faut éviter parce que les enfants risquent d'avoir peur. Okay. Ils risquent d'avoir peur, il faut tenir compte de ça, de cette fragilité aussi. Mais on peut dire à un enfant que ton frère est mort, il ne sera plus avec nous. Mais si ce sont des adultes, papa par exemple est décédé parce qu'il était atteint du VIH. Okay. Mais maman a caché ça. Non, il y a des maladies qu'on ne peut pas cacher. Okay? Parce que... La cause de la mort. La cause de la mort, il faut informer. Pas à tous les enfants, mais aux enfants qui sont grands. Okay? Je parle complètement de VIH. On doit informer parce que il y a tout un style de vie qu'on doit changer en famille. Si papa était atteint et il est décédé, je crois que la maman aussi est restée malade. Alors, il y a tout un style de vie qu'on doit changer dans la famille pour ne pas, pour que les autres personnes ne soient pas infectées. Exactement. Okay? Donc, on doit dire peut-être que on doit, dès que tu ne peux plus utiliser peut-être une lame de rasoir que tu n'avais pas. Tu ne peux plus, comme avec le brosse à dents, je vois les gens qui, pour mettre la dentifrice, quand ils ont quelqu'un qui a un V, soit on lui donne ces objets de la toilette à part, soit vous voyez comment on prend la brosse et la dentifrice, on applique. Ils mettent la dentifrice sur son doigt. Il ne faut pas que la brosse à dents touche la dentifrice. Il y a tout un style de vie qu'on doit changer pour éviter que les autres puissent s'infecter. D'où il faut dire, je suis VIH, mais je suis sous traitement, je ne mourrai pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes de VIH plus de 30 ans parce qu'ils sont sous traitement, ils sont là en train de vivre et de vieillir avec leurs enfants. Donc voilà, je crois que tout se passe autour de parents, de voir comment parler avec les enfants. Je crois qu'on tourne toujours sur ça, comment avoir des langages faciles pour discuter avec les enfants, comment faire, comment est-ce que vous pouvez dire tout mais avec des mots simples et pas trop fragilisants, voilà. Je crois qu'on va aussi passer sur ce mot qui est, ce terme, pardon, le divorce.
ça cause beaucoup de problèmes dans nos familles, ça cause beaucoup de discussions. Alors, en tout cas, ça va être notre toute je crois que voilà même à développer parce qu'on est vraiment à la fin de exactement. Donc 30 minutes sont un peu alors, on n'arrive pas à tout finir, mais on croit qu'on va faire avec. Donc le divorce, ce qui cause le divorce dans les familles, en fait, les parents n'arrivent pas à parler aux enfants. Des fois, ça cause beaucoup de choses. Soit les enfants sont pour maman, d'autres sont pour papa. Alors, on ne sait plus où se poser, en fait. Dans ce genre de situation, que doit faire le parent? Je crois que quand on ne sait pas parler exactement, on peut faire appel à une autre personne. Okay. Soit un médiateur comme votre pasteur, un psychologue, quelqu'un qui peut aussi vous aider à expliquer cela à vos enfants. Mais nous savons que quand il y a divorce, soit aucun parent accepte son erreur. Okay, ça, c'est ce que nous vivons. Aucun parent accepte son erreur. Ok. Voilà. Ouais, c'est un sujet sensible parce qu'on risque les enfants d'haïr leurs parents. Mais ça se fait déjà, tu vois, les enfants sont pour papa, d'autres sont pour maman. Non, c'est maman qui a raison. Les autres, non, c'est papa qui a raison. Et là, ça cause déjà de la division dans la famille. En tout cas. Ok, ça, en fait, c'est... Comment expliquer? Je pense que doit être vrai, authentique. Même si ça va blesser les enfants, à l'instant là, mais il faut informer. Tout. Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Néné Nsambi, votre tout dernier mot, votre tout dernier conseil, parce que nous sommes à la fin de notre mission. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Je crois que moi, ce que je peux dire par rapport à tous ces sujets tabous, actuellement, à l'ère actuelle, il n'y a plus de sujets tabous. Avec l'évolution de la technologie et tout ça, il n'y a plus de sujets tabous. Parlons avec nos enfants, ayons le temps de discussion en famille, adaptons notre langage. Il faut tenir compte de l'âge des enfants. Merci beaucoup, Madame Néné Nsambi. Je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'UPEL. Vous êtes psychotraumatologue. Psychotraumatologue. Vous êtes experte de violences basées sur le genre. Vous êtes psychologue à l'hôpital général de référence de Kintambo. Vous êtes responsable du programme Violences basées sur le genre et santé mentale au sein de l'OSST ASBL. Vous êtes également formatrice de VBG pour le compte de CIRGL. Alors, Madame Néné Nsambi, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous sur ce plateau et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Mesdames et messieurs, alors, c'en est complètement fini pour ce jeudi 2 juin 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de participer à cette grande émission. Merci de nous avoir écrit en tout cas. On va reprendre à vos messages, à vos préoccupations. Nous disons là merci à toute l'équipe, la grande équipe de La Voix de la Femme. Nous disons merci à notre coordonnateur. Merci Monsieur Merveille Mayemba. Merci à nos directeurs de programme, Messieurs Junior Edersenga et Messieurs Dido Makwema. Nous disons plutôt aussi merci à notre directeur des informations à la rédaction, Messieurs Franck Ouassanga, et un grand merci à notre financier, Monsieur Samuel Bongeli. Merci à toute l'équipe de la chaîne CBS. Derrière les caméras, il y avait là Tom Zakimwena et à la régie finale et à la réalisation, Alix Missa, celui qu'on appelle Abédachour. Et si vous avez vraiment aimé notre maquillage, vous avez aimé comment est-ce qu'on nous a maquillés, en tout cas, vous allez contacter une dame qui s'appelle Aline. Elle s'appelle Nana Makeupeuse. C'est ça, je crois. Alors, pour vous faire maquiller, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. On va vous mettre en contact avec elle pour que vous puissiez pour qu'on puisse vous rendre encore plus belle. Merci à tout le monde. Merci à Madame Jaël Kaïba. Merci à son équipe de shooters et merci à tout le monde. On vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir.